BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Delphine Chabert, députée bruxelloise pour le Parti Socialiste, membre de la commission santé au Parlement bruxellois, enfin la commission communautaire commune. Mais on va essayer de faire un peu plus simple. C'est justement pour la santé et cette commission santé qu'on vous invite, Delphine Chabert. Cette commission, elle a voté hier, elle a validé l'accord de coopération du Covid Safe Ticket. C'est la première moitié du dispositif. Pour la deuxième moitié, ce sera la semaine prochaine, si tout va bien. Ce sera la semaine prochaine. Donc c'était des longs débats hier pour cet accord de coopération qui est indispensable pour que tout soit le plus ajusté possible entre toutes les entités du pays. Donc ça a été un gros débat. Je dois dire que ce débat, il a été mené de manière responsable, même si ça n'amuse personne en fait, ces accords de coopération. Et certains membres de l'opposition ont voté avec la majorité. Oui, tout à fait, et je les salue parce que c'est vraiment une approche responsable et ça n'amuse personne, mais en tout cas, on est bien conscient, enfin l'essentiel, on est bien conscient qu'il faut en passer par là. C'est un outil pénible mais nécessaire. Et puis la semaine prochaine, on devrait avoir l'ordonnance qui va fixer les modalités. Donc ça, c'est le plus important, c'est-à-dire comment va se passer ce Covid Safe Ticket à Bruxelles. Alors c'est le fameux texte qui est en retard, que vous auriez dû avoir hier, mais sur lequel l'avis du Conseil d'État et de l'autorité de protection des données n'est pas encore parvenu, et donc il a fallu postposer cet examen et ce vote. Est-ce que ça fait quand même pas un petit peu désordre dans la manière dont le gouvernement bruxellois gère la crise sanitaire, ce retard d'un Covid Safe Ticket qu'on annonce, vous nous le dites encore à l'instant, comme un outil nécessaire et indispensable. On l'annonce pour début octobre, finalement il n'entrera pas en vigueur, si tout va bien, avant la mi-octobre. Il entrera en vigueur à la mi-octobre, ça je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Je voudrais quand même rappeler qu'on est dans un état de droit et que les procédures sont importantes. Et là, en plus, on parle d'un texte qui va toucher à nos libertés et donc respecter les demandes d'avis au Conseil d'État, respecter les demandes à l'autorité de protection des données sur des sujets aussi sensibles sont fondamentaux. Ils ont un délai légal pour remettre leurs avis. On doit attendre ces avis avant nous, députés, de pouvoir nous exprimer et voter ce texte. Le gouvernement n'aurait pas pu l'anticiper et demander cet avis plus tôt ? Écoutez, il l'a déposé au moment où il a pu. Ça a été beaucoup de discussions. On a aussi pris le temps de la concertation avec les secteurs. Ça prend du temps aussi et pourtant c'est essentiel. Et donc on arrive là. Je pense qu'il faut dire quand même que le Covid Safe Ticket élargi est d'application dès le 1er octobre pour le monde de la nuit et qu'on prolonge les dispositions actuelles qui devaient s'arrêter fin septembre. Et alors on passera à la phase suivante, je pense, la semaine prochaine et au plus tard au 15 octobre. Ça c'est certain. Ça veut dire que les mesures qui étaient d'application ces dernières semaines, elles sont prolongées, elles doivent être respectées, notamment pour le secteur restaurant et café. Ça veut dire pas plus de 8 personnes par tablée, ça veut dire des distances d'1,50 m, ça veut dire le masque lorsqu'on se déplace dans l'établissement. Tout ça, ça reste. Tout ça, ça reste, on doit rester prudent. Ça, c'était l'accord de coopération, le premier qu'on a signé. Il s'arrêtait fin septembre. Il fallait de toute manière qu'il repasse par l'ensemble des parlements pour le prolonger. Et alors, on verra pour l'extension la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous répondez quand même aux membres de l'opposition, et ils sont nombreux, qui disent qu'il y a une forme d'amateurisme de la part de la majorité du gouvernement bruxellois, que ce nouveau report, ça fait tâche, ça donne pas confiance aux citoyens et ça donne l'impression qu'on maîtrise pas le dossier. Écoutez, ce dont on a besoin aujourd'hui, je crois que c'est d'être tous ensemble, en rang serré et responsables sur des mesures à prendre qui sont difficiles mais qui vont nous aider. Je rappelle, l'objectif de ça, c'est quand même éviter des fermetures brutales de tout un secteur. Personne ne veut ça et donc c'est à ça qu'on s'attelle aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire et je pense qu'il faut aujourd'hui le plus d'union et d'assertivité possible pour que les citoyens et les citoyennes s'y retrouvent. Pour ceux qui gèrent un café, un restaurant, une salle de sport, un théâtre, on leur dit au 1er octobre ça va changer, préparez-vous, et puis 3 jours avant l'échéance on leur dit non, finalement ce sera pas le 1er, ce sera le 15. C'est compliqué quand même. Oui, j'ai entendu les mécontentements et je les comprends. Maintenant ils sont associés à chaque étape le plus possible et donc ils seront partie prenante de la mise en œuvre de cet outil qui, je le rappelle, est là aussi pour protéger leur activité et protéger surtout la santé publique, la santé de tout le monde. Vous aviez été rapporteur ou rapporteuse de rapportrice de la commission spéciale Covid qui a été mise en place au Parlement bruxellois avec un certain nombre de recommandations qui avaient été faites, notamment dans la transparence, et dans la communication. C'est pas une bonne communication, on est d'accord.
C'est pas une bonne communication. Ouais. Je n'ai pas dit que c'était pas une bonne communication. J'ai dit que nous avons besoin maintenant d'assertivité. J'espère que tout le monde sera sur cette même longueur d'onde. Il en faudra une deuxième de commission Covid ou une deuxième édition de cette commission? Ça, c'est vraiment prématuré pour le dire. On va voir déjà l'efficacité des dispositifs qu'on va mettre en œuvre. Je rappelle aussi, ce qui est important, c'est qu'on va faire ça en même temps que la région wallonne. Et on voit que le débat existe au niveau de la communauté flamande. Donc avoir les mêmes dispositifs pour lutter à l'échelle du pays contre une pandémie qui est mondiale, ça me semble être quand même quelque chose de positif aussi et qui va simplifier la vie des gens. Mais on prend 2 semaines de retard malgré tout. On prend le temps qu'il faut. Je vous ai dit, on est dans un état de droit, on respecte les procédures, c'est important. Ouais. Vous pratiquez l'écriture inclusive, Delphine Chabert? Ah oui, depuis des années, je pratique l'écriture inclusive, je pratique le langage inclusif, d'ailleurs je l'ai fait. Je pense qu'on me comprend très très bien depuis toutes ces années. Je constate aussi, par exemple, vous savez, j'ai un petit garçon qui a 8 ans, qui est dans une école à Forêt, une école communale tout à fait ordinaire. Et je constate que ces institutrices écrivent de manière inclusive depuis au moins 2 ans, que ça n'a ému personne, que mon petit garçon comprend très très bien, qu'il sait écrire et parler. Et donc ça me semble être quelque chose qui est en route. Je vous pose cette question, puisque le Parlement, la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans lequel vous siégez également, a voté hier en commission un décret de la ministre Bénédicte Linard qui va imposer l'écriture inclusive dans l'administration, donc pas dans la vie de tous les jours, mais dans l'administration sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça veut dire qu'on ne devra plus dire les infirmières, mais les infirmières et les infirmiers, pour prendre cet exemple-là? Absolument, sauf si on parle que de femmes infirmières. Alors on dirait les infirmières. On ne devra plus dire les directeurs, mais les directeurs et les directrices. Absolument, c'est important. Pourquoi? Donc dans tous les documents de l'administration. Oui. Ouais. Mais donc beaucoup le font déjà. Là, ce qui je trouve intéressant avec ce texte, c'est qu'on va mettre un peu de l'ordre dans des pratiques qui partaient un peu dans tous les sens sur cette question de rendre le langage plus inclusif, d'utiliser le langage comme un outil pour aller vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est l'invisibilisation des femmes. Le langage aujourd'hui que nous employons aujourd'hui, le français, a une espèce de fausse neutralité où on aurait un masculin neutre qui efface. C'était le cas sur les titres et les fonctions. On a quand même ce décret de 93 déjà qui demandait à ce qu'on féminise les titres et les grades. Donc rapportrice et pas rapporteur. Voilà, et donc directrice et pas directeur. Et donc ça, ce travail, il va être uniformisé. Et maintenant, on va aussi préconiser l'emploi mais c'est très simple, j'en appelle au bon sens. Mais y compris la forme qui est la plus contestée, c'est-à-dire à la fin d'un mot, point E, point S, y compris ça, on devra l'utiliser dans l'administration? Alors, à certains moments, oui, seulement à l'écrit. Mais je voudrais juste quand même repréciser les choses, c'est que le débat sur l'inclusivité du langage ne se résume pas à ce point médian. C'est vrai qu'il est un peu désagréable, un peu compliqué à certains moments. Le décret précise dans les cas où on ne peut pas faire autrement. Voilà, c'est ça. Et qu'il y a eu certains abus. Quand il faut l'utiliser, on l'utilisera, mais ne braquons pas tous les débats là-dessus. L'enjeu est tellement plus important. L'enjeu, c'est de faire évoluer notre langue pour qu'elle corresponde à la vie d'aujourd'hui, aux enjeux d'aujourd'hui, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le langage aussi féminisé, c'est ce qui va permettre à des jeunes filles de pouvoir se projeter, par exemple, dans des fonctions traditionnellement masculines. C'est tout ça, ce sont des choses très concrètes, très simples à utiliser, avec du bon sens. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Et donc le fait de pouvoir écrire les députés, non pas juste au masculin pluriel, mais point E, point S, vous pensez que ça va convaincre des jeunes filles de se dire, tiens, je vais peut-être faire de la politique et être député un jour? Oui, tout à fait. Ça, plus le reste. Alors attention, c'est pas ça la solution au problème des inégalités entre les femmes et les hommes. Ça et le reste. Mais les députés, oui, on peut le dire à l'écrit. Et alors, on préconise aussi dans ce décret d'autres manières. Par exemple, quand c'est les députés, on peut insister aussi sur les femmes qui sont députés. C'est une manière aussi de rendre visible. Je rappelle que c'était une initiative des socialistes à la fin de la législature précédente, de mes collègues Christy Montréal et Sophie Pécriot qui avaient mis ce texte sur la table. Il est repris aujourd'hui. On s'en félicite. Alors, très rapidement, il y aura un vote cet après-midi au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur la rénovation des bâtiments scolaires. Vous comprenez que ça crispe un petit peu le CEGEC, donc l'enseignement catholique, lorsqu'il apprend que 40% de ces 400 millions qui vont être débloqués dans une première phase vont aller au réseau officiel, donc le réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement, alors qu'il n'y a que 15% des élèves dans ce réseau. Alors, le CEGEC a l'art de s'offusquer assez vite, mais je voudrais quand même dire que le fond du débat,
débat par rapport à l'attribution de ces fonds. C'est dire aussi que c'est historique, Monsieur Grosfilet. On a un désinvestissement chronique depuis des années, et donc à l'heure où la Fédération Wallonie-Bruxelles a 50 ans, réinjecter aujourd'hui 230 millions, et vous l'avez dit, vers 400 millions dans les bâtiments scolaires, c'est essentiel. Ouais, alors, ça, grâce à l'Europe et grâce au Covid. Grâce à l'Europe, tout à fait. Alors la clé de répartition, je vais vous dire, en fait, c'est le débat entre équité et égalité. Pourquoi c'est cette clé de répartition-là? Parce qu'on va prendre en compte les réseaux et les pouvoirs organisateurs qui ont le plus de besoins. Avoir un financement égalitaire, ça aurait été donner autant d'argent à ceux qui n'en ont pas besoin. Donc le CEGEC, les écoles libres n'en ont pas besoin. Mais non, mais c'est pas du tout ça. Elles en ont moins besoin. Ce qui est connu quand même, c'est que dans l'enseignement public, on a surtout des établissements scolaires qui sont des préfabriqués, qui sont des passoires énergétiques. L'Europe nous impose aussi des contraintes et des critères pour utiliser ces fonds-là. Le premier critère, c'est de faire la rénovation écologique pour notamment l'isolation des bâtiments. Et donc, il faut commencer par les écoles qui en ont le plus besoin. Et elles sont dans le réseau Wallonie-Bruxelles enseignement. Exactement. Toute dernière question, Delphine Chabert. L'ONE, ça manquait donc l'Office national de l'enfance, ça manquait de transparence? Écoutez, l'ONE, sa gestion manquait de transparence? Non, sa gestion, on en parle en commission enfance toutes les 2 semaines au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce qui manquait, c'était du débat démocratique. Et j'ai proposé un décret qui a été voté hier, je suis ravie que vous m'en parliez, pour faire en sorte que le contrat de gestion, vous savez, c'est important, c'est ce qui va relier... Donc ce sera désormais débattu entre les députés, ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Comme on le fait pour, par exemple, le contrat de gestion de la RTBF, qui est la même chose, c'est le même type d'OIP que l'ONE, qui est débattu un an avant sur les bancs du Parlement. On va faire la même chose avec l'ONE. Je pense que ça va apporter beaucoup de choses aux politiques de l'enfance. L'année prochaine? Ça commencera pour le prochain contrat de gestion, puisqu'on vient de signer l'actuel. Donc dans quelques années. Merci beaucoup Delphine Chabert, députée socialiste au Parlement bruxellois.